Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et tous. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Euh, En fait, je suis en tournée là actuellement dans les librairies de Suisse romande, donc je présente des nouveautés comme ça. Puis je découvre surtout tout ce qu'il y a dans ces librairies indépendantes et c'est vraiment super. Euh, Mais avant, je vais vous parler de deux choses. Oh mon Dieu, deux livres qu'on a reçus. Le premier, c'est mon amoureuse qui l'a reçu. C'est Liorca par Jean Gebser, poète dessinateur, avec des dessins inédits, 13 dessins inédits de Garcia Lorca. Et regardez la beauté des dessins. Voilà. Donc c'est un texte en fait qui a été publié, euh, qui a été imprimé par Guy Lévis-Manot, que certaines et certains connaissent, en février 1949. Voilà, il est numéroté et je vais vous lire un petit extrait et vous faire voir quelques illustrations. Des 13 dessins de Liorca produits ici, 11 sont encore inédits. Seuls le premier et le dernier, qui sont des vignettes que Liorca dessina en juin 1936 pour un recueil de poèmes de l'auteur de ces lignes, sont connus d'un public restreint. Le deuxième dessin date de 1927, les autres, les derniers surtout, ont probablement été composés la dernière année de sa vie. C'est donc de 9 ans avant la mort du poète que date le deuxième, Le masque qui tombe. Et je vais vous faire voir le masque qui tombe. Voilà. Motif sur lequel Liorca reviendra à plusieurs reprises, mais ce masque, il ne l'a jamais déposé complètement. Le caractère insaisissable de l'ange et des aspects multiples du pan persistent chez lui. Non seulement il dessina cet ange, c'est-à-dire, hop, je vous fais voir, il dessina cet ange, hop, j'ai perdu ma page. J'ai perdu ma page, voilà. Euh, mais il tenait de l'ange, comme disaient les Espagnols, de quelqu'un qui exerce un charme. Il exerce un charme, ce dessin, qui est l'image miroitante de son propre moi. Du labyrinthe naissent les deux règnes, celui du père, la colonne, et celui de la mère. Et là, je vous fais voir le dessin numéro 4, voilà, qui est la colonne devant la maison. Voilà. Donc il y a 13 illustrations comme ça, et surtout ce texte vraiment hyper intéressant de Jean Gesbert sur Liorca. Et donc ça, c'est un livre que mon amoureuse a reçu. Et moi, j'ai reçu ça. J'ai reçu Picasso sous les vents étésiens de René Char. Et en fait, ce livre a été publié, alors, toujours imprimé par Guy Lévis-Manot, aussi numéroté, en 1973. Et ce texte préface l'exposition Picasso au Palais des Papes d'Avignon en mai 1973. Voilà, je vous lis un petit extrait. Les miracles sont le fruit d'un humour incroyant. La création commence à ce stade. Picasso fut tout, sauf comique. Du fait de son éternel retour à la lucidité, en ceci que ses thèmes et ses motifs sont bons, que son écriture le force à rester simple. Comme si, malgré de vives tentations, il improvisait sans bavure ni dentelle, à travers des types fortement établis. Les vêtir innombrablement ne le gênent en rien. Guetteur terré plus qu'embusqué, puisati à l'intérieur du corps humain, il en saisit les troubles et les pulsations. Parfois, monte un revenant obstiné. C'est un mythe ancien qui se présente. Le sujet se tord soudain comme une baleine harponnée. C'est qu'il y avait un pourquoi à lever. Les objets, les contraintes, les ors de notre monde affectif, cette lingotière, sont par Picasso continuellement renouvelés.
Peu d'artistes auront souffert, fait souffrir et jubilé autant que lui. Et il ne se trouve pas beaucoup de siècles depuis qu'on les compte à qui une telle aventure soit arrivée. Voilà. Superbe texte, René Char. La plume de René Char, c'est quand même quelque chose. En prose, hein, c'est chouette aussi de, de passer de la poésie de René Char que certains connaissent à la prose. Alors, je vais parler d'un bouquin que je viens d'acheter, Le ravissement de Marilyn Monroe. Salut Jacqueline. Oh, il va y avoir. Je vais commencer par ça parce que je vais vous parler du Monde de 1971. J'ai trouvé un truc incroyable, Jacqueline. Tiens, voilà. Donc, Le ravissement de Marilyn Monroe, c'est un bouquin qui vient de tout juste de sortir chez Metropolis et c'est un ouvrage assez intéressant. On va retracer. Alors, c'est écrit par Olivier Steiner et Anne, et c'est illustré par Anne Gourouben. Et donc chez Metropolis. Et en fait, l'auteur va raconter en gros le dernier jour de Marilyn Monroe avec l'enquête et les questions qui se posent. Il ne va pas y avoir de réponse à ces questions, mais juste les incohérences de l'enquête. Voilà. Et autour de cette enquête, l'illustratrice, donc Anne Gourouben, va avoir fait un travail remarquable. En fait, elle va avoir pris à partir principalement de rushs de cinéma, des images de Marilyn qui ne sont pas connues ou qui représentent une manière dont elle avait envie de faire voir Marilyn. Voilà. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment très illustré, un petit format carré très 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 joli. Euh, Qu'est-ce que je vais vous mettre? Voilà, j'ai recherché, voilà, Anne Gourouben qui dit: j'ai recherché des extraits de ces films et de ces entretiens, et j'ai enregistré une quantité de captures d'écran pour me constituer ma propre bibliothèque Marilyn. Il était exclu que je vole certains des innombrables portraits d'elle parus dans la presse ou les livres. Avec mes captures d'écran, j'ai essayé de saisir autre chose que la pose qu'elle maîtrisait si bien face au photographe. J'ai cherché à voir ce que Norma Jane allait puiser au fond d'elle-même pour se transformer en Marilyn. Voilà, c'est très chouette, c'est un petit texte vraiment, vraiment chouette et des illustrations splendides. Voilà, alors je vous ai dit que le monde, porter le monde à bout de bras, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, je vais commencer alors. Je ne vais pas commencer par le début, puisque Jacqueline est là. J'ai trouvé un truc incroyable dans ce monde. Ah, c'est fabuleux, hein. Moi, j'en reviens toujours pas. À chaque fois que j'ouvre, je suis sidéré par la qualité des articles, la qualité des textes qui sont proposés, des auteurs qu'on découvre. Et où est-ce que j'ai mis ça? Tac, tac. Voilà. 26 mars 1971. Poème en forme de personnage. 2 chansons d'Aragon pour des héros d'Elsa. Le souvenir d'Elsa Triolet va donner lieu dimanche soir 28 mars au TNP, sous l'égide du Comité national des écrivains, à une nouvelle et intéressante formule de spectacle qui pourrait aider le public à se familiariser avec certaines œuvres romanesques. En fait, Elsa Triolet est décédée donc l'année précédente, le 16 juin 1970. Christian Granger, qui en est l'initiateur et le responsable, présentera les principaux romans d'Elsa, dont des extraits seront lus par des comédiens, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Michel Bouquet, Maria Maubin, etc. Ce n'est jusqu'ici qu'une simple anthologie servie par de bons interprètes. L'innovation tient aux poètes qui participent d'une façon spéciale à cet hommage. Aragon, Guy Vic et Christian Granger lui-même ont composé des chansons prêtées à plusieurs personnages des romans et qui prétendent en faire le portrait. Mise en musique par Georges Auric, Philippe Girard, Guy Skornik, ces chansons seront interprétées par Jeanne Moreau, Catherine Sauvage, Francesca Solville, Hélène Leroy. L'idée en revient à Guy Vic. Il y a fort longtemps, inspiré par l'inspecteur des ruines d'Elsa Triolet, il avait composé des chansons pour son héros Antonin Blond. Elles figurent aujourd'hui dans les œuvres romanesques croisées d'Elsa et d'Aragon. Il a récidivé cette fois en prêtant sa voix à la Clarisse Duval des Mangances,
des Mangances. Aragon, qui n'avait jamais fait de chanson, a écrit celle de Madeleine, l'héroïne du Grand Jamais, et de Écoutez voir. Christian Granger, les chansons du Rossignol qui évoquent le dernier roman d'Elsa. Le Rossignol se tait à l'aube. Ainsi, une œuvre romanesque vient-elle nourrir de sa sève une création poétique. Alors, ah, l'application bug, bon. Alors, euh, moi je vais vous en lire juste une parce que la deuxième qui s'appelle Chanson de Madeleine, en fait, c'est l'écriture d'Aragon et j'arrive pas à tout lire. Mais la deuxième, c'est Quatre murs. Ne parlez pas tous à la fois, on ne s'entend plus en ce monde. Quatre murs et la terre est ronde, on est seul comme au coin d'un bois. Ne parlez pas tous à la fois. S'il fallait croire vos histoires, on en aurait jusqu'au tombeau. Quatre murs pour tout voir en beau, ou ce serait le purgatoire, s'il fallait croire à vos histoires. Quatre murs, cela vaut les cieux, les nuages du temps y passent, il ne leur faut que peu d'espace. Et chez soi, pour poser les yeux, quatre murs, cela vaut les cieux. Quatre murs comme une mémoire pour l'univers imaginé, qu'importe d'où vous nous venez, nuages blancs, nuages noirs, quatre murs comme une mémoire. C'est le règne du papier peint, un songe entrant que l'autre sorte. Quatre murs et fermez les portes. L'homme ne vit pas que de pain, c'est le règne du papier peint. Voilà. Alors, écoute, Jacqueline, c'était un petit cadeau pour toi parce que Elsa, bah, t'as bien connu et puis voilà. Puis tu me l'as fait redécouvrir et puis je relis Ragon aussi grâce à toi. Donc voilà. Euh, Moi, j'ai eu une semaine un peu folle en fait. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé la statue de Condillac retouchée, donc je vous lirai un petit extrait en toute fin. Et puis, donc, ce qui était prévu, c'est que après ça, je me mette à lire les trois tomes des démons de Dostoïevski. Donc là, je viens de commencer. Mais voilà. Et puis, entre deux, je relis Jeux de Yves Veland aussi. Et puis, bah, un bouquin qui avait été fait aussi sur la statue de Condillac. Voilà. Donc, ça, c'est un peu mon fil conducteur de ma table de nuit tout de suite. Euh, je sais plus qui la semaine passée, il y a 2 semaines, parce que la semaine passée ça a bugué complètement, euh, donc j'ai pas pu faire le Twitch. J'ai lu des textes de Laurence Boissier qui malheureusement vient de nous quitter, et j'ai enregistré ça sur Facebook en fait, une vidéo qui est toujours. Et donc il y a 2 semaines, je sais plus qui m'a parlé du typographe de Whitechapel, et j'ai retrouvé, mais j'en suis pas loin, hein, j'en suis à la page 43, donc voilà, j'avance. Merci de la suggestion de lecture, parce que il était complètement enfoui. Je savais qu'un jour j'aurais envie de le lire, mais il était enfoui, et je me suis dit, mais je l'ai, voilà. Avant de prendre le monde, on va aller un petit peu dans le monde. Je vous ai parlé déjà des matriarches. Et là, j'ai avancé dans sa lecture et j'ai trouvé en fait, c'est les différents peuples et la manière dont ces peuples sont organisés. Donc, alors, c'est un ouvrage qui est magnifique. C'est chez Albin Michel, je crois. Oui, Albin Michel. Et, euh, et en fait, très, très illustré. Je vous le montrerai après. Et là, c'est sur les Navarros. Donc, les Navarros, Arizona, Nouveau-Mexique, Utah, nation Navarro ou nation Diné, 356 890 habitants, culte de la nature, franciscain et évangéliste. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. La réserve Navarro, la plus vaste du continent américain avec ses 71 000 km², s'étend depuis 1923 sur 3 États, Arizona, Nouveau-Mexique et Utah. Elle fonctionne comme une nation souveraine avec ses 300 000 citoyens, son propre président, son assemblée, sa justice et sa police.
Avec ses maisons bâties en matériaux de récupération, le difficile accès à l'eau potable et à l'électricité pour la moitié de la population, son chômage régnant partout, la nation Navarro est fragile. Son économie repose sur l'extraction de matières premières, pétrole, charbon et dans le passé uranium, confiées à des compagnies louant des concessions. Elle dépend en grande partie des subsides fédéraux. Les femmes sont la colonne vertébrale de la société Navarro, dont la structure est matrilinéaire. Le nom et l'appartenance au clan se transmettent par la mère. L'identité de chaque enfant se décline par son appartenance à 4 clans. Celui de la mère, puis celui du père, puis celui du grand-père maternel et du grand-père paternel. Les clans des 2 grands-mères ne sont pas mentionnés puisqu'ils sont aussi ceux de la mère et du père. C'est la femme qui est la propriétaire de la maison, léguée de mère en fille. Et en cas de débat autour d'une question importante, c'est toujours la femme la plus âgée qui prend la décision finale, même si celui qui incarne l'autorité et ramène l'enfant sur le droit chemin, s'il s'en écarte, est l'oncle maternel. 4 montagnes sacrées se trouvent aux 4 points cardinaux du territoire navarro: Sintzagini, le mont Blanca à l'est, Tzutzil, le mont Taylor au sud, Duk-Oostid, le mont San Francisco à l'ouest, Dibe-Nitsaa, Hesperus au nord, dont le centre, la montagne encerclée, symbolise le lieu de la rencontre du féminin et du masculin, de Père Ciel et Mère Terre, un lieu où tout est équilibre, justesse, unité et beauté. Des mots pour lesquels les Navarros ont une expression unique: Ozo. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment splendide. Avec, c'est très très illustré. On voit les Navarros dans leur vie quotidienne. C'est assez intéressant. On n'est pas dans une forme de voyeurisme. Voilà, et il y a des légendes vraiment très intéressantes. Euh, Par exemple, je vais prendre un comme ça. Les filles de la famille aident Shoshana à coudre des feuilles de maïs afin d'obtenir une sorte de couverture végétale ronde de plus d'1 mètre de diamètre. Ce sera le moule du gâteau de maïs préparé lui aussi entre femmes. Voilà, et vous avez cette illustration qui est là, qui est ici. Voilà. C'est vraiment, vraiment un super bouquin. Donc je lis tribu par tribu. Donc là, je suis au Navarro et c'est vraiment passionnant. C'est société comme ça. Voilà. Alors, allons voir le monde. Alors, dans le monde, bon déjà, je vous ai même pas demandé si vous allez bien. Ah, c'est vraiment nul, quoi. Je pense qu'à moi, en fait. Mais voilà. Euh, Moi, ça va, ça va. Donc, voilà, j'ai toujours les livres, j'ai toujours des discussions autour du livre. Bah, avec Jacqueline, on parle de Whitman, avec nos amis états-uniens et puis Équateur, enfin, et l'autre ami états-unien qui est en Équateur. Et puis Maxime qui est à Paris aussi, toutes les semaines. On est sur Feuille d'herbe, voilà. Et c'est chouette. Et puis voilà, et puis des belles rencontres, hein, voilà. Alors, le 22 janvier 1971, gros titre, double page, renaissance de la chanson politique allemande, avec, je vais vous lire deux textes, un de Franz Joseph Degenhardt, le juriste malpensant, qui est né en 31 à Schweim, en Westphalie, fit ses études de droit à Cologne et à Fribourg et passa son agrég de droit. En 61, il était assistant à l'Institut de droit européen de Saarbrück. En 65, il soutint une thèse sur l'interprétation des jugements et le processus de révision des jugements devant la Cour des communautés européennes. Et en 63, il débuta dans la chanson à Radio Brême en chantant ses propres textes. Après avoir adhéré aux idées de l'aile gauche de la social-démocratie, il se rallia aux étudiants radicaux et devint dans plusieurs procès l'avocat de l'opposition extra-parlementaire. C'était marrant parce qu'en fait, c'est c'est la page 16 hein, du Monde. Et en fait, ça m'a fait réagir parce que là, il y a plein de jugements actuellement en Suisse, principalement autour de la ZAD, et puis ou de personnes qui manifestent par rapport au climat. Et puis en fait, il y avait sur un site, je me rappelle plus comment ça s'appelait, il y avait un texte hyper intéressant qui disait il faut mieux aller se faire
juger dans tel canton plutôt que dans tel autre parce que suivant les cantons, les jugements pour les mêmes peines, en fait, sont pas les mêmes. Donc, j'ai trouvé que un juriste mal pensant, c'était pas mal. L'année des cochons. Voici l'année des cochons. L'année sera longue. Elle traverse toutes nos villes, la puanteur des cochons. Ceux qui maintenant nous persécutent connaissent bien leur travail. Malheur à qui dort encore sur ses deux oreilles et sans ses armes. Plus d'un nous, plus d'un nous... plus d'un nous trahira. Où que tu sois, prends garde. Il nous faut survivre, lutter en toute ruse. Fuis dans les catacombes, mais ne te fais pas prendre. Sur les quais des gares, il y en a plus d'un qu'on force à sauter sous le train. Mais l'année des cochons verra sa fin aussi. Alors, alors on verra poindre l'aube rouge de l'ère définitive. Faisons donc la fête, avant même le moment de la fête. Prenons conscience de la force que nous donne notre unité. Ah, si seulement c'était vrai. Voilà, donc ça c'est Franz Josef Degenhardt. Et puis un laboureur de révolte qui s'appelle Dieter Sauverkrupp, qui est né en 1934 à Düsseldorf, qui est graphiste dans une agence de publicité. Pendant les années, je sais pas s'il est encore graphiste, hein. Pendant les années 50, il tenait la partie de guitare dans l'orchestre des Fitwarmers, un des meilleurs bands amateurs de RFA. Il mettait en musique et chantait les textes des chansons de son ami Summer, jusqu'au jour où, en 1965, il décida d'écrire ses propres chansons. Il composa également des scénarios pour la télévision et des textes pour la radio. Sauverkrupp prit part dès le début au mouvement de la Marche de Pâques, campagne pour le désarmement, et commença à chanter en public à l'époque des manifestations. Il milita tout particulièrement contre le vote des lois d'exception. Sa berceuse fut composée à l'occasion d'une enquête menée par la revue Kürbiskern auprès des écrivains pour le 50e anniversaire de la Révolution d'octobre. Et ça s'intitule « Brouillon de berceuse », forcément théorique, pour notre enfant à naître. Par ces journées de givre, je m'attarde de temps à autre à la fenêtre. Mauvaise habitude. Je compte les semaines, les mégots, les toitures, les fantômes anciens. Mélancolie. On sonne au clocher de Saint-Croup, ou autre le rassemblement des névroses du dimanche. Happy weekend to you. Le ciel sort de chez le coiffeur, et il paraît que le curé est gonflable. Christianisme appliqué. Mais ce sera une fête en octobre, en Russie pour la Révolution. Bonne et contrariée. Alors l'enfant sera là aussi. On le baignera souvent, on le baptisera jamais, fille ou garçon. Pas de cours sur Saturne, monsieur le curé. Il y en aura des choses à lui expliquer à l'enfant avant que la tribu ne fasse son entrée. L'oncle Dash, la tante Cola. Qu'est-ce qu'il a donc? Il ne veut pas faire, peut-être qu'il n'arrête pas de pleurer. Chantage. Apprends vite, mon enfant, à te libérer de celui-ci ou de celui-là. L'ange de merde. Et quand tu parleras, tu n'auras plus besoin de hurler d'impuissance. Anti-vocabulaire. Quand tu t'émanciperas, n'aie pas peur si de tous côtés ça craque. Du courage. En Russie, ils s'y sont pris tout seuls pour la révolution. T'en viens pas, hein? Bien sûr, tu trouveras, mon enfant, un monde coupé en deux. Conséquence de l'exploitation. Mais on ne labourera plus les champs de la révolte seulement de nuit. Allègrement de travail. Les peuples n'ont plus loisir de rester plus longtemps pauvres et humbles de cœur. Problème du tiers-monde. C'est ce que savent bien tous les messieurs chez nous, bien embêtés. Capitalisme planifié, tu piges? Mais n'anticipons pas. Commence, toi, par naître, puisqu'il n'y a que les faits qui comptent. Bientôt, maman lavera gentiment tes brassières minuscules, tes petites oreilles, indispensables politiquement. Papa regarde à pied et par la fenêtre la ville engrillagée, 3 fois par jour.
pour avoir, s'il le faut, si ce n'est pas possible autrement, une meilleure vue d'ensemble. Vive la Révolution. Voilà. C'est Renaissance de la chanson politique allemande, 22 janvier 1971. Allez, on tourne la page et on arrive. C'est fou quand même. Hein. Vous imaginez aujourd'hui lire dans un journal, un quotidien, des recueils de poètes, d'écrivains du monde entier. C'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Et, euh, et là, on est le 12 février, avec 2 pages sur les expressionnistes allemands, poètes du crépuscule. Et là, pareil, je vais vous lire 2 poèmes. Un de George Trakl, oui, c'est celui-ci. À ceux qui doivent se taire. Ô folie de la grande ville, où le soir des arbres malingres se roidissent près du mur noir, et l'esprit du mal paraît sous son masque d'argent. La lumière de son fouet magnétique chasse la nuit pierreuse, ô sonnerie estompée des cloches vespérales. Une putain prise de frissons glacés accouche d'un enfant mort. Furieusement, la colère de Dieu frappe le front du possédé, pourpre sanie, fin brisant les yeux verts. Ô rire effroyable de l'or. Mais au fond d'une sombre caverne, saigne sans bruit l'humanité muette, et forge en métaux durs le crâne libérateur. Alors, Georg Trakl, il est né à Salzbourg en 1887 et il est mort en 1914 à l'hôpital psychiatrique de Cracovie. Sa courte existence se passe dans le décor baroque de la vieille Autriche. Dès l'âge de 15 ans, il se drogue à l'éther, au chloroforme, à l'opium, passion qui ruinera sa vie comme son amour incestueux pour sa sœur Gretel, qui se suicidera. Toute l'œuvre est dominée par l'angoisse du déclin, à laquelle s'ajoute la fascination de la mort. Voilà, poète du crépuscule, hein, il est pas mal. Et celui d'après, donc, c'est Ernst Tadler, qui est né à Colmar en 1883. Il fut l'un des premiers poètes expressionnistes. Fortement influencé par Nietzsche, il tente de concilier les thèmes de Zarathustra et sa passion pour les déshérités, les pauvres. Militant pacifiste, il sera déchiqueté par un obus près d'Ypres dès l'ouverture des hostilités. Je ne suis que flamme, soif, et cri et flamme. Par le val étroit de mon âme file le temps, comme une eau noire, violente, rapide, inconnue, et sur mon corps brûle le cygne, éphémère. Mais toi, tu es le miroir dont le cercle porte tes grands ruisseaux de toute vie, et sur ce fond doré et fécond, les choses mortes ressuscitent luisantes. Le mieux en moi brûle et s'éteint, errante étoile qui tombe dans l'abîme des nuits d'été bleues. Mais l'image de tes jours est haute et lointaine, signe éternel et protecteur, dressé autour de ton destin. Voilà. Ernst Tadler, que je ne connaissais pas du tout. Et sur la même page, on a un article sur Lucas, le procureur, et Brecht, l'avocat. Enfin voilà, on a de quoi lire si on veut. Hein, on n'a pas de problème. Parce que le même jour quand même, on a la littérature à l'étranger, les jeunes poètes combattants palestiniens. Et Jacqueline va être contente aussi. Mahmoud Darwish, Sami Al-Qassim et Fadwa Tuqan. Mahmoud Darwish, le martyr du poète. Ils ont dressé la croix contre le mur. Ils ont détaché les chaînes de mes mains, et le fouet devient éventail. Et les semelles claquent en un rythme strident. Alors, le tortionnaire crie. À toi la liberté si tu te mets à mes genoux, et si, avec humilité, tu baises 2 fois ma main. Sinon, tu seras mis en croix, martyr de la chanson et du soleil. Mais je ne serai pas le premier qui porte la couronne d'épines, et je ne dirai pas à ma brune chérie, pleure, toi que j'aime comme ma foi,
Toi dont le nom s'est tari dans ma bouche séchée par la soif et la poussière, et ne reconnais plus le goût du vin mûri dans les jarres, que ma couronne d'épines devienne sur mon front sciouté de sang et de rosée, couronne de lumière. Voilà, Mahmoud Darwish, celui qu'on a surnommé le poète combattant, né en 41 dans le village d'Al-Baroua, en Haute-Galilée. En 48, lors de l'invasion israélienne, il fuit au Liban avec sa famille. Il reviendra clandestinement peu après, essayant en vain de retrouver le monde d'images qu'il a emporté avec lui. Son village natal, il n'en reste rien. Pas la moindre maison, ni la moindre pierre. Les oiseaux et les fleurs eux-mêmes ont disparu. L'enfant ressent cela comme la plus cruelle des agressions. On lui a volé son enfance. À travers la magie des mots, Darwish essaiera plus tard de recréer son enfance patrie. Réfugié palestinien en Palestine, le poète adhère au groupe nationaliste semi-clandestin Al-Ard, la Terre. Puis, après la dissolution de celui-ci, Darwish, qui s'est rapproché des milieux israéliens de gauche, adhère au Parti communiste en 1961. Dès lors, l'espoir naît en lui. Cet engagement marquera profondément son itinéraire d'homme et de poète. Il fut emprisonné à 3 reprises, 1961, 1965, 1967, et se trouve actuellement, donc c'était en février 1971, en résidence surveillée à Haïfa. Rédacteur en chef de la revue Al-Jadid, porte-parole de l'aile arabe du PC israélien, le Raqqa, Darwish est considéré comme le chef de file de la nouvelle poésie de résistance. Il vient d'obtenir le prix Lotus de l'Union des écrivains soviétiques du meilleur auteur afro-asiatique. Voilà, ça c'était Mahmoud Darwish. Je passe à Fadwa Tuqan, donc la seule grande poétesse palestinienne dont l'œuvre a été largement diffusée avant 67. Moins d'avant-garde que les autres, elle a cependant renouvelé son souffle après juin. Née à Naplouse, elle s'est trouvée en effet sous occupation israélienne après la guerre. Dominée dans le passé par le sentiment de l'exil et du déchirement, son inspiration s'épanouit dans la lutte. Arrêtée il y a quelques mois, elle se trouve actuellement en prison. J'espère qu'elle a été libérée. Ah, Darwish qui est prix Nobel. Ouais. C'était peut-être pas assez correct pour le Nobel. C'était pas. C'était un peu gauche quand même. Mais c'est fou. Jacqueline, elle a milité pour ça, pour demander à ce que Darwish ait le Nobel, pour qu'elle tricotait des chaussettes pour ce poète grec Syros. Tiens, j'ai pas envie d'en relire. Mais tiens, mais pendant que j'y pense. Et Mahmoud Darwish. Ah, Jacqueline. C'est marrant, hein, comme quoi. Mais il n'y a pas vraiment de hasard. Hein. Il n'y a pas vraiment de hasard. Élégie. Nous sommes le pollen de la terre, la fleur obscure du firmament. Le vent de la mort nous emporte par les jardins gris d'un songe. Notre absence n'est autre qu'une errance vague entre les étoiles. Quelle fleur nouvelle, et face à quel monde, nouveau narcisse de ta pensée t'offrira la résurrection glorieuse. Ô disparu dans le silence, de quelle forme rêveras-tu pour ton âme? Comment te reconnaître si je te vois? Allez, et puis celui-ci qui est très beau aussi. Ben, c'est magnifique là. Extrait de Nuages temporels, 1939. Le précédent c'était Élégie 5, La lente liberté, 1936. Donc Nuages temporels. Je t'ai sondé sur moi, fleuve arrêté, eau morte et endormie. Je t'ai sondé sur moi quand fatigué, je me suis libéré sur tes rives du bois. Moi qui sur tes eaux, bien souvent, laissais miroiter mon allègre jeunesse. Aurais-tu oublié ce temps-là pour me peindre ainsi sous d'autres nuages? Mon âge nouveau, le ciel gris, me disent que l'eau est oublieuse autant que l'homme. Mais je crains que tu ne m'oublies dans la forme nouvelle de ma douleur. Magnifique, hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est extrait de la revue Europe de janvier-février 2017. Je vous mettrai toutes les sources sur mon site
tout ce que euh, tout ce que j'ai lu. Pareil pour les articles du Monde, comme ça. Je sais qu'il y a des articles qui peuvent s'acheter, donc voilà. Euh, et donc le troisième, c'est Sami Al-Qassim, certainement, alors que je ne connais pas du tout, certainement le plus grand poète palestinien après Darwish, avec lequel il se lia très tôt. Qassim est né en Jordanie en 1939 d'une famille druze qui s'installa bientôt en Galilée. C'est là qu'il poursuivit ses études primaires. Pour lui, la résistance commença par son refus d'accomplir le service militaire obligatoire pour tous les Druzes d'Israël. Il fut alors emprisonné. Devenu par la suite enseignant, il fut bientôt congédié en 1964 à cause de sa participation au groupe semi-clandestin Al-Ard. Il se consacre à la revue Al-Jadid. Lors d'un séjour en prison, il adhère au parti Raqqa en 1967. Assigné à résidence surveillée, il est arrêté de nouveau en 1969 après le sabotage d'un pipeline. Il se trouve actuellement quelque part en Israël, dans un camp de concentration. Ça, c'était 12 février 1971. Mort en pleine conscience. Quand le soc étranger déchire, ô ma terre, ta chair violée, c'est de ma propre chair que coule le sang. Les choses s'évanouissent dans le brouillard, et les larmes naissent dans le langage des secrets et du miracle. L'épée de la lumière a surgi de mon front, et de mes doigts l'eau des rivières. Ma nationalité? Le cœur de tous les hommes. Retirez-moi ce passeport. C'est génial, c'est magnifique. Sami Al-Qassim. C'est vraiment ouais, splendide, splendide. Allez, je fais un petit piqué lu. Donc, je prends un bouquin, je vous en lis un petit extrait. Si vous trouvez le nom de l'auteur ou le titre du livre, je vous envoie. Ah oui, c'est où le monde? Je vous envoie un livre que vous choisissez. Ça va être assez facile, hein, je pense, hein, mais bon. L'Éternel est écrit dans ce qui dure peu. Toute l'immensité, sombre, bleue, étoilée, traverse l'humble fleur du penseur contemplé. On voit les champs, mais c'est de Dieu qu'on s'éblouit. Le lys que tu comprends en toi s'épanouit. Les roses que tu lis s'ajoutent à ton âme. Les fleurs chastes, d'où sort une invisible flamme, sont les conseils que Dieu sème sur le chemin. C'est l'âme qui les doit cueillir, et non la main. Bon, alors là, vous n'avez pas d'excuse hein, si vous ne trouvez pas au moins l'auteur. Je ne vous demanderai pas l'œuvre, mais si vous avez des excuses, on ne peut pas avoir tout lu. Voilà, je continue avec 1971. Et là, j'arrive, on a quand même fait un saut de 2 semaines, une nouvelle littérature algérienne. Et alors, il y a comme auteur Rachid Bey, Hamid Skif, Amou Belal Faoui, Jamal Imaziten, Boualem Abdoun, Ahmed Ben Kamla, Youssef Septi, Abdelhamid Lagouati. Et moi, je vais vous lire deux poèmes. Un de Malek Aloula, qui est né en 1938 à Oran, étudiant en lettres à Paris, a publié un recueil Ville aux éditions de la revue Souffle au Maroc en 1969, et qui s'intitule Ville. J'allume ce feu en prévision des jours neutres. Une étincelle sous le galop témoigne du silex. Il préside ce frère inconnu, sous les auspices d'une charité non marchandée. Doué au plus haut point pour les pirouettes savantes. Il traîne avec facilité le linceul d'une surabande localisée sous le ciel. Il parlait bien le bâtard innommable au sortir de la nuit polaire. J'avoue mon ricanement parmi les loups. Voilà, donc ça c'était Malek Aloula. Et le dernier de cette page, Hamid Nasser Kodja, qui est né en 1953 à Lac Daria, dans Grande Kabylie, étudiant à Alger, recueil inédit après la main.
Suivante. C'est ici qu'habite la lumière qui m'a tant rassemblé. C'est ici qu'habite la vérité, cette vérité nue où je ne mourrai jamais. C'est ici qu'habite la raison menant à l'appel fertile du suicide. Oui, c'est ici qu'elle habite. C'est ici que son corps résonne. C'est ici que son sourire vide toute chair. C'est ici que son œil fait peur. C'est ici, juste ici, parmi la nuit, la sourde nuit, que naquit la profonde terre du verbe aimer. C'est beau, c'est vraiment très très beau. À côté, il y a une pub des nouvelles de l'édition de Marc Oraison pour une éducation morale dynamique. Je ne sais pas si c'est chez MAM. Hein. Voilà. Hop, c'est aux éditions MAM. Allez, je tourne les pages. Et on est au 9 avril. Ah, 9 avril, ça me dit quelque chose. Je connais quelqu'un qui est né le 9 avril. Tiens. Et poème révolutionnaire du Guatemala. C'était un journal de gauche, hein, presque Le Monde. Hein. On a l'impression, je sais pas. En tous les cas, ils avaient vraiment moyen d'avoir des textes, soit inédits, soit qu'ils prenaient comme ça, et pour les faire connaître au grand public. Et ça, c'est génial. Enfin, c'est incroyable. Et je vais vous lire 2 textes. Un de Roberto Paz y Paz González, que j'ai trouvé magnifique. Né le 22 avril 1927 dans la ville de Guatemala, premier exil en 1937 avec son père. En 1944, il milite dans les partis révolutionnaires qui renversèrent la dictature d'Ubico et est blessé dans les combats. Il devient directeur du journal Alliance. Pendant la crise de 1954, il collabore à l'organisation de brigades populaires pour défendre la révolution. Il s'exile en Argentine de septembre 1954 à mai 1963. Le poème que nous publions ici a remporté le second prix du concours littéraire de Chiquimula en août 1948. Et ça s'intitule « Ça, c'était des bœufs ». Ça, c'était des bœufs, je te dis mon vieux, et je n'en trouverai plus une paire comme ça. Il m'a fallu les vendre. Mais que veux-tu faire à celui qui n'est pauvre? Elle revient plus chère qu'aux riches, la vie. Ils se ressemblaient tant qu'ils faisaient envie, 2 fois plus haut que les autres. Regarde un peu ma main, tous deux si blonds, on aurait dit des jaunes d'œufs, et avec de ces cornes. Vaut mieux que je me taise. Quand je revois comment ils tiraient toujours si bien ensemble, pas besoin de fouetter, ni même de crier, je me sens des larmes plein les yeux. C'est vrai que je leur donnais, après le travail, un panier comme ça, plein de mulquites et du sel dans la main. Si tu les avais vus, avec la charrue, ils auraient démarré avant les autres et moi j'allais d'un côté à l'autre pour semer la terre. Et même, ils savaient tout seuls qu'en terre sèche, on sème à 3 longueurs et ils les calculaient mieux que moi. Mais maintenant, ils sont partis. Des bœufs de 100 pesos chacun. Et il m'a fallu les donner pour 100 pesos les 2 ensemble. Voilà comment ils profitent, les gens à pognon, de celui qui en a besoin. Ma femme enceinte et un petit malade, sans maïs, sans haricots, sans même une machette. Et les remèdes coûtent tant d'argent. Et il faut du linge pour qu'en naîtra celui qui est en route. C'est pour ça que je les ai vendus. Autrement, quelle espérance! Quand je revois comme ils grimpaient à la mine de salpêtre avec 30 quintaux, et comme ils y allaient sur la route jusqu'au fleuve Motagua, sans que je les guide, avec ces bœufs-là, aller sur la route, c'était comme être couché dans un hamac, et même, je m'endormais sur le maïs en grains, et c'était eux qui m'amenaient jusqu'à la maison de maître de la grande hacienda. Je ne sais pas s'il vaut pas mieux se taire, déjà je pleure presque. Tu ne vois pas que des bœufs comme ça, je n'en trouverai plus. C'est beau, hein? C'est vraiment très touchant ce poème. Et Francisco Acevedo, qui est né le 4 octobre 1933, donc ça c'était Roberto Paz y Paz González. Ça c'était des bœufs. Et Francisco Acevedo, né le 4 octobre 1933 à Cobán, après avoir fait ses études supérieures, il entre à l'école normale. Il écrit ses
premier poème en 1949 dans différents journaux, collabore à plusieurs revues, il fut leader étudiant à l'école normale et dirigeant de l'Alliance de la jeunesse démocratique guatémaltèque. Portrait de mon quartier. Dans mon quartier, il y a des petits garçons et des petites filles. Les petits garçons de mon quartier, ils jouent avec la boue. Les petites filles de mon quartier, elles jouent avec des poupées de chiffon. Dans mon quartier, il n'y a pas d'école. Dans mon quartier, Jean, Blaise, Pierre et d'autres s'enivrent pour dissimuler leur douleur. Dans mon quartier passe une rivière. Les femmes de mon quartier, elles filent un rosaire d'espérance avec la mousse du savon. Voilà. Francisco Acevedo. Oh, vous n'avez pas trouvé le piquelu? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vois les... Vous en rien quand même. Mais là, je vous aide vraiment. Hein. C'est vraiment parce que j'ai envie de vous envoyer un livre. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Parce que là, c'est un peu trop facile quand même. Allez, je vous lis 3 lignes, hein, simplement, parce que je vis un ange blanc qui passait sur ma tête. Son vol éblouissant apaisait la tempête et faisait taire au loin la mer pleine de bruit. Qu'est-ce que tu viens faire, ange, dans cette nuit? Bon. Allez, je suis arrivé au 7 mai 1971 et ça s'intitule, il y a 2 pages, Poésie, panorama, auteur, texte et tendance. Avec ces mots que j'ai appris de Georges Perros, une poésie qui mange le silence, Jacques Dupin, plus de chair, il se veut d'écriture de Alain Bosquet, Philippe Jacotet, Jean Follin, Yves Bonnefoy, enfin, je sais pas, mais ces 2 pages-là, c'est déjà un recueil de poésie incroyable. Enfin, et il y a un article, mais ça, il faudrait que je le lise quand même, cet article en entier. C'est la suite de la page 19. Ah oui, c'est un pays qui ne connaît pas ses poètes. Mais alors, c'est un article qui fait 2 grandes pages du monde, hein, quand même. Hein. C'est pas le petit article. Et puis il y a des remèdes aussi, il y a une grande misère. Je vais le lire et je vous en parle la prochaine fois parce que là, ça va faire trop long si je vous le lis. Vous allez vous ennuyer, vous allez vous endormir peut-être. Mais je vais quand même vous lire quelques poèmes. Alors, avec ces mots que j'ai appris, Georges Perros. Aujourd'hui paralysé par 30 années de poliomyélite mentale, 20 siècles de judaïcité monothéiste et persécutée, 3 siècles d'industrie, Arbeit macht frei, le travail c'est la santé, contaminé par des ancêtres voyageurs, grands consommateurs de chandelles, frottés à l'ail des mœurs occidentales et à la peur des maréchaussées, devenu diplômé magistral, furteur de bouquinerie, connaisseur en vers dadaïste ou lettriste, père de famille payant mes impôts, déclarant mes revenus, complètement acclimaté sous des régions bien tempérées et protégé par moufles, pantoufles, réchauds, chaudières, doublures, passe-montagne, manchon, bonnet, contre les excessifs écarts de température des sommets, je voudrais lever mon verre de cristal à la santé des lubrifiants, du liquide magique qu'est l'huile végétale ou minérale, grâce à quoi tout ici-bas peut glisser. Georges Perros. C'est incroyable ce texte. Je t'écoute des trucs. Un autre de Perros que j'ai trouvé génial. C'est extrait d'une vie ordinaire chez Gallimard. On s'est mariés l'an dernier, en 1963, Tania et moi, dans le quartier. Elle pleurait, le maire aussi. La chose fut très réussie. L'aîné de nos 2 fils s'amusait sous la table matrimoniale. On avait laissé le second à la garde d'une grand-mère et la troisième, Catherine, était encore au chaud dans le ventre de sa mère. Elle voyait qu'il était temps de convoler, de régulariser l'étreinte, d'avoir beau livret de famille et moins de soucis sociaux, soucis de sissou, saucisseau. Bon exercice de diction. Puis nous avons repris chemin de l'humble quotidienneté, plus que la mère recommençait, plus que la mère recommençait. C'est incroyable.
Donc ça, après, Jean Follin, allons-y. La ville face aux flots se dresse au grand large. Les queues d'un troupeau de baleines battent ensemble sous les nuages, malgré tout sentant l'épingle qui tombe d'un manteau de cheminée sur une lame d'un parquet, point ciré depuis des années. Jean Follin, c'était Guy Alix, le poète. Euh, tous les poètes ne sont pas morts. Hein. Guy Alix vit, et je l'avais invité quand j'étais libraire, au tout début de mon activité de libraire. Et il avait fait beaucoup de choses autour de Jean Follin. C'est un amoureux de Follin. Et j'ai découvert Follin grâce à lui. Voilà. Et puis, Philippe Jacotet, extrait de R de chez Gallimard. Image plus fugace que le passage du vent, bulle d'iris où j'ai dormi. Qu'est-ce qui se ferme et se rouvre, suscitant ce souffle incertain, ce bruit de papier ou de soie, et de lames de bois léger, ce bruit d'outils si lointain que l'on dirait à peine un éventail. Un instant la mort paraît vaine, le désir même est oublié pour ceux qui se plient et déplient devant la bouche de l'aube. Voilà, et puis je termine par ce texte qui est magnifique. Je voudrais vous lire comme Donc c'est plus que de chair, il se veut d'écriture. Alain Bosquet. Le même morcellement de la syntaxe poétique, la même brièveté qui signifie chez les uns une ascèse ou privation, peuvent se faire chez d'autres le véhicule privilégié d'une ironie ou d'une désinvolture qui sont l'autre forme de cette distance que prend le poète moderne Alain Bosquet, Mathieu Bénézet, par rapport à un instrument dont il a conscience qu'il est à lui-même sa propre fin. Le poète, comprenant qu'il n'a rien à traduire, rien à exprimer, et que l'écriture constitue son seul vrai domaine, le poème devient dès lors pour lui le lieu d'un vagabondage, d'un travail ou d'un jeu qui ont définitivement renoncé à toute préoccupation d'ordre métaphysique. J'écris, je parle, je lance mes billes, constate non sans provocation Mathieu Bénézet. Quand le renne s'effondre, il dit reine. Voilà qu'il court parmi les lacs. Quand le soleil fait ses adieux, il dit soleil. Voilà qu'il écarte l'azur. Quand le platane n'est plus que bûche au coin du feu, il dit platane. Le voilà recouvert de feuillage et d'oiseaux. Quand les mots se suicident, il ne dit aucun mot et choisit le moins rare, corde, abîme, poison, pour mourir avec lui. Voilà. Alors là, on est arrêté au 7 mai 1971. Je sais pas si je continuerai la fois d'après ou celle d'après. Tout. Par contre, je mettrai toutes les sources et puis je pense que je vais même prendre des photos, des articles, des poésies. Comme ça, je les mettrai sur mon site. Voilà. Moi, j'ai passé un moment incroyable. Et puis, allez. Mahmoud Darwish. Ah oui, non, faut que je vous dise, le piqué-lu quand même, c'était Totor. Victor Hugo, le dieu des hirondelles. Je me disais, vous allez reconnaître quand même. Personne ne connaît. Alors, je vais vous lire une autre poésie de Mahmoud Darwish. Le poème du pain, extrait de Dénos, 1977. Ce fut un jour obscur. Paresseusement, le soleil vaque à ses habitudes. De métalliques cendres couvrent l'Orient. Dans les veines des nuages et dans tous les tuyaux des maisons, l'eau était tarie. Ce fut un misérable automne qui avait l'âge de Beyrouth, et la mort s'étendait du palais vers la radio, la prostituée, le vendeur de légumes. Qu'est-ce donc qui t'a réveillé à 5 heures de l'après-midi? Ibrahim peignait des aquarelles et se tenait rempart contre les guerres. Il aimait à paresser quand le réveillait l'aube, mais
Il avait des enfants semblables aux lilas au soleil, qui réclamaient du pain et du lait. Il était peintre et père de famille. Il était tout un quartier de poules, de sud et de colère. Il était aussi simple qu'une croix. Dans un espace réduit, une chaise dans une chambre, et puis rien, rien. Les aquarelles lui étaient patries. Les détails sont laissés à votre discrétion. Mon visage est un télégramme. Savez-vous lire l'eau pour que nous nous mettions d'accord? Le blanc-noir a occupé toute l'étendue. Je suis le rose qui ne fait pas signe, la chaîne qui provient de la liberté-anarchie, ou l'impuissance qui prend la forme d'une patrie-police. La patrie, était-elle impression ou lutte, perdition ou salut? Ce fut un jour obscur. Mon visage est le télégramme du blé dans un champ criblé de balles. Qu'est-ce donc qui t'a réveillé maintenant à 5 heures de l'après-midi? Tu savais que c'était le Beyrouth des checkpoints, le Beyrouth des incendies. Qu'est-ce donc qui t'a réveillé maintenant à 5 heures de l'après-midi? Ils violent le pain et les êtres à partir de 5 heures de l'après-midi. Le pain n'a jamais eu ce goût, ce sang, ce toucher chuchotant, cette essence intacte, cette voix, ce temps, cette couleur, cet art, cet élange humain, ce secret, cette magie, ce noble saut de la grotte des commencements vers le maquis, vers la tragédie à Beyrouth. Qui mourrait donc à 5 heures de l'après-midi? Ibrahim captait la couleur définitive et s'emparait du secret des éléments. Il était peintre et révolté. Il dessinait une patrie regorgeant de gens, de pain et de guerre, de vagues de mer, d'ouvriers, de vendeurs et de campagnes. Il dessinait un corps regorgeant de la patrie pétrie. Dans le miracle du pain, il dessinait le carnaval de la terre, de l'homme et du pain chaud le matin. La terre est un morceau de pain. Gazelle le soleil, et Ibrahim, un peuple entier dans un morceau de pain. À présent, il est achevé, accompli. À 6 heures pile de l'après-midi, son sang est dans son pain dans son sang. À présent, à 6 heures pile de l'après-midi. J'ai derrière le ciel, juste un ciel pour revenir. Voilà. Ah, c'est beau, hein, c'est vraiment, c'est splendide, hein. Ouais, merci Jacqueline. Ouais, c'est vraiment. Alors, j'ai pas fini de le lire. C'est intéressant parce que il y a en fait dans cette revue, il y a des poèmes de Darwich, mais il y a aussi différentes critiques ou différents textes qui se rapportent à Darwich, dont qu'est-ce que j'avais vu? Ernest. J'ai vu un truc qui m'avait surpris. Oui, il y a un texte de Pousterla. Euh, je ne sais pas pourquoi il y a ce texte, mais Fabio Pousterla, voilà, on a édité un de ses bouquins, et puis on s'est vu à Monte Verita il n'y a pas longtemps. Voilà, mais j'ai pas fini de lire, donc je lirai ça. Voilà. Mais alors, la petite tradition maintenant, c'est de vous lire quelques lignes de la statue de Condillac retouchée. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le début, qui n'ont pas écouté le début, vous pouvez aller dans les précédentes vidéos. Vous avez, je lis. Il y a une vidéo qui s'intitule «Je commence à lire Volant», je crois, où je commence à lire la statue. Comme ça permet, comme ça, vers 21h, en gros, vous avez 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes de lecture de la statue de Condillac, retouchée, que je suis fasciné par ce livre. Je crois que depuis L'homme sans qualité, j'ai pas trouvé un livre aussi extraordinaire. Et je suis complètement abasourdi par ce livre. C'est une mine, hein. C'est incroyable. Mais je vous en parlerai souvent, hein, parce que ça me marque profondément. Écoutez, mon poète, je veux vous dévoiler un secret de la nature qui semble vous être complètement inconnu. Je suis sûr que vous me considérez comme un homme perverti, peut-être même comme un coquin.
Mais je vais vous dire une chose, s'il pouvait arriver, et ceci d'ailleurs étant donné la nature humaine ne se fera jamais, s'il pouvait arriver que chacun d'entre nous découvrît les choses telles qu'elles sont, et qu'il le fît sans crainte d'exposer ce qu'il n'ose dire et ce qu'il ne dirait pour rien au monde à personne, il se dégagerait de la terre une telle puanteur que nous en serions tous suffoqués. Vous divaguez, voilà tout, lui dis-je en le regardant avec une anxieuse colère. Ah, je divague. Voulez-vous que je vous dise à quoi vous pensez en ce moment? Vous vous demandez pourquoi, sans raison, je vous ai ouvert mon cœur et amené jusque-là? Non, tout simplement, vous avez vidé près de 2 bouteilles et vous êtes ivre. Vous voulez dire saoul? C'est possible. Ivre est plus délicat que saoul. Ô homme plein de délicatesse. Mais il semble que vous commencez à me craindre vaguement. Et nous avions abordé un sujet si intéressant. Oui, mon intellectuel, s'il y a encore dans ce bas monde quelque chose de beau et d'agréable, ce sont les femmes. Dites-moi, prince, je ne comprends toujours pas pourquoi il vous est venu à l'idée de me choisir comme confident. Hmm. Je vous ai dit que vous alliez le savoir. Soyez sans inquiétude. D'ailleurs, même si j'avais parlé comme ça, sans raison, vous êtes poète, vous me comprendrez bien. Il y a une volupté particulière à arracher brusquement son masque, à se dévoiler avec cynisme à un autre homme dans un état tel qu'on ne daigne même pas avoir honte devant lui. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait à Paris un fonctionnaire qui était fou. On l'a mis plus tard dans un asile quand on a été bien sûr qu'il était fou. Lorsqu'il a commencé à perdre la raison, voici ce qu'il avait imaginé pour son agrément. Chez lui, il se mettait nu comme Adam, ne gardant qu'une seule chaussure, jetait sur ses épaules un vaste manteau qui lui tombait jusqu'aux talons, s'enveloppait dedans, et avec un air digne et grave, sortait dans la rue. Eh bien, à voir de loin, c'était un homme comme les autres, qui se promenait tout tranquillement dans un grand manteau pour son plaisir. Mais dès qu'il rencontrait un passant dans un endroit solitaire, il marchait sur lui sans rien dire, avec un air tout à fait sérieux et profond, s'arrêtait brusquement devant lui, écartait son manteau, et se montrait dans toute sa candeur. Puis il s'éloignait avec aisance, tel le spectre dans Hamlet, du passant cloué par la surprise. C'était en cela que consistait tout son plaisir. C'est précisément ce genre de jouissance qu'on peut trouver à déconcerter brusquement, peu à peu, un Schiller quelconque et lui tirer la langue. Oui, mais cet homme était fou, tandis que vous... Moi? Oh, je juge sainement. Oui. Le prince se mit à rire. Et vous, vous entendez non moins, ajouta-t-il avec le sourire le plus impudent. Quelle figure intolérable. Un jour je saurai la raison du sourire. Pourquoi mon père Dostoïevski me fait passer par là, alors que rien n'est vrai? L'autre se donne l'air de m'avertir. C'est misérable. C'est moi qui verrai ce qu'il ne voit pas, quand je serai à la hauteur du savoir. Prince, dis-je atterré, vous nous haïssez, et en ce moment, vous vous vengez sur moi. Écoutez, mon jeune ami, je crois encore que l'on peut vivre bien sur la terre, et c'est la meilleure des croyances, car sans elle, on ne peut même pas vivre mal. Il y a encore tant de bonnes choses dans l'existence. J'aime la considération, le rang, l'aisance, les cartes, mais surtout les femmes, et les femmes sous tous leurs aspects. Vous jugez selon l'idéal, la vertu. Mais que faire si je suis persuadé que la nature humaine n'a rien à voir avec les idées? Vous êtes ivre. C'est la seule raison pour laquelle je ne vous réponds pas comme il conviendrait. Encore une réticence. Vous vouliez dire comme il fallait. Voilà encore ce que je ne comprends pas. Que convenir soit bénin et falloir méchant. Et c'est le prince qui dit il faut. Mais c'est pourquoi le texte est fondamental. Un texte fondamental est toujours mystérieux. Et puis, pendant ce temps, il ne m'arrive rien. Vous me permettez de payer votre écho? Oh, ne prenez pas cette peine, je réglerai cela moi-même. J'en étais sûr. Nous faisons route ensemble? Oh non, je ne rentrerai pas avec vous. Adieu, mon poète. Vous savez où vous devez aller.
Il sortit sans se retourner. Il était plus de 2 heures. La pluie tombait. La nuit était noire. Voilà, c'est c'est totalement phénoménal ce bouquin. Voilà, je- voilà. La statue de Condillac retouchée. Un grand merci à toutes et tous. J'ai passé un super moment avec vous. C'était chouette de trouver dans le monde euh, Mahmoud Darwish, de pouvoir. J'ai toujours plein de choses derrière. Euh, donc voilà, et puis ouais, que vous dire, voilà, euh, alors ça, quand on a reçu Liorca, quand Laura a reçu Liorca, mon amoureuse, elle faisait la cuisine parce que c'est une très bonne cuisinière. Et moi j'aime bien manger, puis elle aussi, mais voilà, moi je sais pas cuisiner. Voilà. Et par contre, je lis. Et, euh, et en fait, on était installé à la cuisine. Et mon amoureuse faisait la cuisine et je lisais ce texte magnifique, Liorca, poète dessinateur. Voilà, et ça c'est une chose qu'on fait beaucoup. Moi j'adore la cuisine, alors t'imagines. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Normalement on se parle mardi, sauf si c'est avant, sauf si c'est après. Voilà, je vous embrasse. Merci à toutes et tous. Salut.